Hello! Pour cet été, pendant que je prends un repos bien mérité loin de tout, je ne voulais pas vous laisser sans un épisode de Mediarama. Alors je vous ai concocté un programme, un cycle sur les newsletters, avec un épisode original et 4 rediffusions. Chacun de ces épisodes, à sa manière, incarne un modèle, une vision du média newsletter, soit très business, par exemple avec l'épisode de Snowball de Johan Lopez, newsletter plus incarné et engagé avec l'épisode des Glorieuses de Rebecca Amselem, un épisode sur TTSO, Time to Sign Off de Romain Delsal, l'emblématique newsletter, et une peut-être plus décalée avec Lorraine Boudard de Tech Trash et Climax, où elle annonce le lancement de Climax notamment. Et cet épisode original dont je vous parlais avec Léry Giquel du Concentré Vélo qui lui explique comment il s'est lancé dans les newsletters avec notamment du no-code. Cet été, on monte son niveau de jeu sur les newsletters. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Il y a quelques jours, on célébrait la journée de la femme. Pur hasard du calendrier, je dois l'avouer. Je reçois aujourd'hui Rebecca Amselem, fondatrice de Gloria Media, avec son vaisseau amiral, la newsletter Les Glorieuses. Rebecca, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour venir partager avec nous ton aventure. Alors dans cet épisode, on va revenir rapidement sur ton parcours, puis surtout s'attacher à comprendre Gloria Media, le modèle, tout ce que vous avez appris ces dernières années et là où vous voulez aller, évidemment un peu sur le développement, sur le futur. Je l'ai pas précisé, mais Gloria Media, c'est un studio de production de newsletters féministes. Est-ce que c'est comme ça que tu le présentes en une phrase? Non, pas du tout, mais je trouve Pas ça du génial. tout. Donc du coup, dorénavant, je le présenterai de cette manière-là. Écoute, j'essaye d'être dans la synthèse avant d'utiliser un peu les mots importants. Et donc, le newsletter, studio de production, parce qu'effectivement, vous en avez 5 maintenant de newsletters. Oui, on en a 5, bientôt 7. Bientôt 7, donc ça ne s'arrête pas. Et féministe, parce que résolument, pas la marque de fabrique, mais c'est quelque chose que je pense qu'il est un peu chevillé, que vous avez chevillé au corps. Mhm. Et je pense que c'est important de rappeler ton parcours, parce que c'est vraiment ce qui a mené à la création des Glorieuses, notamment. Donc, toi, Rebecca, tu es économiste, activiste, féministe et chef d'entreprise d'origine franco-canadienne. Exact. Et donc, tu as commencé à être active en 2015. Alors, pour avoir un peu regardé ton parcours, ça a vraiment commencé par le lancement de ce hashtag dont on a beaucoup parlé à l'époque et malheureusement encore aujourd'hui. C'était donc hashtag 5 novembre 16h47, donc lancé sur Twitter pour souligner les inégalités salariales hommes et femmes. Mhm. C'est vraiment ça qui a lancé. Comment t'en es venu à lancer ça en quelques minutes? C'est pas arrivé comme ça d'un coup, c'est un cheminement? Non, absolument pas. En plus, ça s'est passé, il me semble que c'était en 2017, la première fois qu'on a lancé le hashtag. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était en 2016, pardon. Et c'était à quelques semaines de ma soutenance de thèse. Et je passais mes journées sur Internet à stresser pour sa soutenance, à essayer de me changer les idées. Et j'ai vu un article qui était publié dans Libération qui montrait qu'il y avait une grève générale en Islande où toutes les Islandaises partaient de leur bureau à 14h30 pour descendre dans la rue et manifester contre les inégalités salariales. Et j'avais été vraiment frappée à ce moment-là de voir autant de femmes descendre dans la rue euh, pour finalement se battre pour cette question-là, qui était une question qu'on abordait pas, voire, enfin peu, voire pas du Peu, tout dans ouais. les médias en France à ce moment-là. Et ce que je trouvais absolument génial, c'était que l'Islande, c'était à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, le pays où les inégalités salariales entre les femmes et les hommes étaient les plus faibles. Et je me disais que c'était incroyable qu'elles continuent à se battre alors qu'elles étaient plus faibles que dans les autres pays, mais bon, elles étaient quand même existantes. Et j'avais lu une citation d'une des syndicalistes qui avait créé cette grève générale qui disait on va continuer jusqu'à ce qu'on soit à zéro et qu'il n'y ait absolument pas de différence de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc à ce moment-là, j'étais avec une copine aux Glorieuses et du coup on s'est dit, enfin franchement, il faut absolument lancer ça ici. Donc on a demandé à Anaïs Bourdet du compte Paytachnek si elle était intéressée pour se joindre à nous dans ce combat. Et donc
très rapidement, elle avait créé des visuels et on a lancé ce hashtag autour de ça. Et je pense que ça a une ampleur aussi grande dès le début pour 2 raisons. Le premier, c'était que c'était une année de campagne présidentielle, donc c'était en fait une manière pour les candidats et les candidates de se Se mettre positionner sur un sujet. exactement. Et donc, je pense qu'on a eu énormément d'écho par rapport à ça. Et dans un second temps, il y avait un outil qui existait à l'époque, qui était très utilisé par les activistes et qui aujourd'hui n'existe plus, il me semble, qui était qu'on pouvait proposer aux personnes de s'enregistrer sur un site internet pour que, à telle date et à telle heure, tout le monde fasse le même tweet et avec le même lien et le même Ouais, ce qui est une message. espèce de bombe qui sort à un instant T où tu t'es Exactement. inondé de tweets avec ce hashtag. Exactement. Et je pense que c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. Malheureusement, l'outil n'existe plus. Malheureusement, l'outil n'existe plus, mais le hashtag, lui, existe bien. Alors, je regardais quand même l'évolution de ces dernières années. C'était un peu déprimant parce que malheureusement, je crois que la date avance dans le temps au lieu de reculer vers la fin décembre. Juste pour expliquer, je suis même pas sûr qu'on l'ait fait, mais en fait, ça symbolise la date et l'heure à partir de laquelle en fait les femmes travaillent pour rien quelque part de manière un peu bénévole. C'est ce petit gap de environ 15% de différence entre les salaires hommes-femmes en France. Oui, absolument. Alors en fait, moi j'avais pris ce chiffre qui était environ de 15,1%, qui est le chiffre proposé par Eurostat, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs chiffres qui permettent de mettre en lumière les inégalités de salaire et les 3 chiffres en fait évoquent des réalités différentes. Il y a le chiffre de 9%, 10% environ, qui est notamment évoqué par les membres du gouvernement et puis à l'époque Madame Pénicaud, qui était en fait à travail égal. Il y avait à travail égal, expérience égale, diplôme égal, il y avait quand même une différence de salaire de 10 points entre les femmes et les hommes. Et donc c'était pour montrer que ça c'était vraiment ce qu'on appelle la discrimination pure. Il y a un deuxième chiffre qui est de 25%, qui est notamment le chiffre qui est invoqué à juste titre par l'ensemble des syndicats, qui, lui, intègre tous les salaires confondus et surtout toutes les formes de contrats. Donc, c'est contrat à temps partiel. Il faut savoir que du coup, en France, 80% pardon, des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et de facto ont des salaires horaires qui sont plus faibles que les emplois à temps plein. Donc ça, c'est un élément. Et ça, en fait, ça intègre vraiment la réalité de différence de salaire entre les femmes et les hommes. Et le chiffre de 15%, en fait, c'est également c'est rapporté au salaire horaire, mais c'est uniquement sur les emplois à temps plein. Et nous, on a choisi le chiffre d'Eurostat parce que c'était le chiffre qui était utilisé par les Islandaises. Et on s'est dit, si jamais il y avait un engouement européen autour de cette thématique-là par les associations féministes, on pouvait en tout cas toutes se référer à un chiffre similaire, ou en tout cas qui avait une définition Ouais, similaire. qui permet de comparer en fait un pays à un autre, Voilà. une espèce de référentiel assez neutre où tout le monde a la même méthode de calcul. Exactement. Et donc, ces 15% correspondent à environ 39 jours ouvrés dans l'année. Et donc, on l'a rapporté au calendrier annuel. Et ce qui donne, effectivement, ça varie entre le 3 et le 6 novembre en fonction des années. Ce qu'on peut dire, c'est que ça stagne, ça n'avance pas. Et que malheureusement, il faudrait qu'il y ait des propositions politiques ou des politiques publiques qui soient un petit peu plus courageuses que celles qui ont été faites jusqu'à présent, si jamais on veut vraiment endiguer les inégalités salariales. Ouais, donc ça te déprime pas, toi, parfois, que ça évolue pas, que cette date ait pas vraiment évolué depuis le lancement du hashtag? Dans le militantisme, que ce soit le militantisme féministe ou écologiste ou antiraciste, peu importe, je pense qu'un des maîtres mots, c'est l'optimisme, parce qu'à partir du moment où effectivement, on est énervé. Déjà, on est énervé par le système ambiant, par les institutions, par le fait que les politiques ne vont jamais assez loin. Mais il faut qu'on garde une joie militante. Et donc, j'ai évoqué un livre qui s'appelle d'ailleurs Joie militante, qui est absolument incroyable et que je conseille à toute personne qui s'investit dans une cause. Qui permet du coup de comprendre que l'optimisme doit faire partie de ses valeurs autant que le féminisme ou autant que les valeurs écologistes. Ouais, sinon tu déprimes et puis tu perds un peu Bah ouais, toute ta force de combat, quoi. exactement. C'est clair. Et donc les Glorieuses avaient été lancées, la newsletter juste avant ce hashtag, et c'est ce qui a permis en fait de donner beaucoup de visibilité à la newsletter, notamment.
Oui, alors d'ailleurs, c'était pas le premier hashtag qu'on avait lancé. La newsletter, la première newsletter, je l'ai envoyée le 29 septembre 2015. Et le premier combat politique qui a été mené au travers de la newsletter, c'était en décembre de la même année, où j'ai écrit une newsletter sur pourquoi est-ce que en tout cas, c'est pas parce que le Front National, qui s'appelait à l'époque comme ça, était dirigé par deux femmes jeunes, que De c'était femmes, ouais. forcément un parti féministe, parce que c'était à l'époque des élections régionales et les deux femmes avaient entrepris de prendre un champ lexical résolument féministe pour dire bah voilà, on est deux femmes, donc on est pour les femmes. Or, c'était uniquement une stratégie électorale, puisqu'elles ont suffisamment de votes chez les hommes, mais elles doivent davantage plaire à leur électorat féminin, ce qui n'est pas le cas. Ouais, est-ce qu'il y a un bassin d'électeurs supplémentaires? Quelque part, les hommes ont été peut-être déjà acquis. Présent, notamment à cause de leurs valeurs antiféministes, comme le fait d'être contre l'avortement ou d'être résolument conservatrice, qui n'a jamais été bénéfique pour les droits des femmes. Oui, en plus d'être raciste. Et en plus d'être raciste, complètement. Il faut le rappeler quand même, c'est comme ça un peu le fond. Ouais. Et c'est une super transition, parce que je voulais te parler, donc on va vraiment revenir là sur les Glorieuses, la newsletter, en parlant vraiment, est-ce que la newsletter est un format de prédilection féminin? Alors je m'explique, hein. C'est que tu as dû forcément voir cette série sur Canal+, Miss America, où on parle beaucoup donc on parle de Phyllis Schlafly, qui est donc une femme. Et qui a beaucoup utilisé la newsletter, alors sur sa forme un petit peu à l'ancienne, un bulletin d'information, pour justement mobiliser un peu toutes les militantes. Elle était résolument antiféministe. Est-ce que tu penses que la newsletter, c'est un format qui marche bien chez les femmes, ou est-ce que c'est juste un hasard entre ce bulletin d'information de Phyllis Schlafly, sa newsletter, et ce que tu fais toi? Bah, c'est hyper intéressant que tu évoques ça, parce que effectivement, ça m'a frappé quand j'ai vu la série qu'elle utilisait ce format. Et après, j'ai lu un livre génial il n'y a pas longtemps qui s'appelle Histoire des féminismes. Il me semble que ça a été préfacé par Michel Perrault, ça a été fait par Michel Perrault, pardon, par l'historienne Michel Perrault. Et dedans, elle évoque notamment le fait que la newsletter était un format très utilisé par les groupes politiques féministes. Tout confondu en fait, parce que c'était un format privilégié des groupes militants dans les années 50, 60, 70, en tout cas avant qu'on ait accès à d'autres choses. Donc en fait, c'était plus un format qui était utilisé dans le champ politique de manière un peu classique, plus que par les femmes en particulier. Ouais. C'était la même chose pour les groupes communistes, ouvriers ou autres. Donc c'est pas spécifique en tout cas aux femmes. C'est pas qu'aux femmes, mais en tout cas, c'est bien adapté pour le militantisme, mobiliser les troupes. C'est un format qui marche bien. Donc, les Glorieuses, vous parlez toutes les semaines des conditions des femmes et des femmes pionnières. C'est une revue de presse, politique, culture, littérature, sexe, toujours sous le prisme féministe. Comment ça s'est passé le lancement des Glorieuses, et comment t'es passé quelque part? Enfin, je sais pas si c'était un hobby au départ ou juste quelque chose pour le coup de très militant avant d'arriver donc à Gloria Media. Comment ça s'est passé un peu la croissance des abonnés, le temps que tu y passais du lancement donc en décembre 2015 à aujourd'hui? Alors ça s'est passé, ça a commencé, donc la première newsletter a été envoyée le 29 septembre 2015. Et en fait, des mois avant, je réfléchissais avec ma meilleure amie Mila à faire un projet en dehors de ma thèse, et elle en dehors de son travail. Un projet qu'on pourrait faire ensemble. Et donc du coup, c'est elle en fait qui a proposé le format de newsletter sur un sujet qui était différent de ce que finalement j'ai fait. Mais c'était elle qui m'a dit c'est un format qui a de l'avenir, et c'est un format surtout qui permet d'engager facilement son lectorat. Je pense qu'il y a un autre truc à préciser aussi, c'est que c'est un format gratuit au début. C'est un format que tout le monde peut utiliser de manière très facile, et à partir du moment où on a moins de, je crois qu'au début, 2000 abonnés, c'est complètement gratuit. Donc ça, c'était au début, je dirais, de l'année 2019, et au fur et à mesure de l'année, moi, je me suis dit que j'avais envie de m'interroger sur les questions féministes, sachant que j'étais pas du tout une experte en la matière. J'avais pas
Oui, tu n'avais pas structuré ta pensée pour en faire un média et puis porter des combats, des sujets. Et puis je comptais pas forcément faire un média. Moi, j'ai grandi avec une mère qui est directrice artistique et qui refait des maquettes de différents journaux, donc qui a travaillé dans les médias et qui travaille encore dans les médias. Ici en France? Oui, ici en France. Et, et, et donc, forcément, quand on est jeune, on veut pas faire le même métier que ses parents. Et donc, c'était pas du tout un milieu dans lequel moi, j'envisageais de faire une carrière à un moment donné. Donc t'as pas lancé les Glorieuses comme en disant je lance un média. Ouais, pas du tout. Je pense que je le prenais pas comme tel. Pour moi, c'était vraiment un hobby. Et puis, à partir du moment où j'ai choisi la thématique et le format, et j'ai proposé à la fille d'une amie de mon père de se joindre à moi pour le lancer, qui est restée quelques mois quand même dans le projet au début et qui m'a beaucoup aidée, notamment sur les aspects plus techniques. Et effectivement, c'était vraiment un hobby. Il n'y avait pas vocation à faire à que ça devienne une entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, je le dis de manière complètement honnête, c'est que j'ai terminé, c'était 1 an plus tard, ma thèse. Et donc avec ça se terminait mon allocation de thèse et je suis allée chez Pôle emploi pour mon rendez-vous. Et donc j'étais en face d'un conseiller qui ne comprenait rien à ce que je faisais et qui voulait que je prenne n'importe Tu rentres dans une case et Ouais, tu cherches voilà, un il fallait travail. absolument que je rentre dans une case et moi j'étais un peu perdue. Enfin, je venais de faire une thèse, je me demandais si jamais je voulais poursuivre ma carrière dans l'université et auquel cas faire un certain nombre de dossiers. Je pense que pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast savent à quel point c'est difficile le début de carrière et le milieu et la fin de carrière dans l'université. Et donc je savais pas si j'avais envie de me lancer là-dedans après avoir passé 3 ans et demi à faire une thèse. Et donc, j'ai ce rendez-vous à Pôle emploi. Il essaye de me mettre dans une case. Et en partant, il y a la conseillère qui est, vous savez, c'est des cubes chez Pôle emploi. Donc, du coup, la conseillère du cube à côté qui me fait psst, psst, rejoignez-moi dehors. Mais, franchement, j'avais l'impression d'être dans un film, c'était trop drôle. Et donc, elle sort. J'ai des infos pour vous. Mais c'est trop ça, c'est exactement ça. Et donc, je la rejoins dehors et elle allume sa cigarette. Elle me dit, bon, je suis pas censée vous parler parce que je suis pas votre conseillère, mais je connais les Glorieuses, je suis abonnée depuis le début et j'adore. Et donc, du coup, j'ai envie de vous aider. Et elle était tellement gentille. Franchement, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Et elle m'a dit, ce que vous pouvez faire, c'est que nous, on a pour consigne de faire en sorte de mettre les gens dans des cases et que ça corresponde effectivement à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils font. Et donc, du coup, vous devriez prendre les 2 ans de chômage auxquels vous avez droit comme une aide de l'État pour faire en sorte de créer votre entreprise et voir s'il y a un modèle économique derrière cette newsletter. Nous, on vous met dans la case création d'entreprise qui vous permet de ne pas avoir un suivi mensuel avec un conseiller Pôle emploi et vous recevez chaque mois votre chômage de la part de l'État. Et le premier pas, Qui est un dispositif qui existe ah en oui, parallèle. complètement. Tous C'est ceux légal, qui hein. veulent entreprendre, c'est le dispositif de l'ACRE pour les créateurs d'emplois. Tu l'as peut-être eu de manière un peu anticipée par rapport à ce que tu faisais, mais quelque part, c'est pas vraiment illégal, quoi. C'est vraiment à ça que ça doit servir, en tout cas. Mais en fait, on n'a même pas besoin d'avoir créé son entreprise pour le faire. Il faut montrer qu'on a un projet de création d'entreprise. Ouais. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir créé l'entreprise. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, donc je la remercie tellement, cette femme, que j'ai jamais pu retrouver d'ailleurs. Bah, Mais, si quelqu'un, ouais, alors, je sais pas si elle écoutera Mediarama, mais ce serait intéressant de la retrouver parce qu'effectivement, c'est des espèces de petits coups de chance quand on est entrepreneur. Parfois, ça paraît anodin, tu vois, autour d'une cigarette et ça t'a quand même mis sur des bons rails. Complètement. Et donc, ce qui s'est passé après, c'est que je me suis dit, on était donc à ce moment-là en décembre 2016, et je me suis dit, je me donne 1 an pour voir s'il existe un modèle économique autour des newsletters, et et 1 an plus tard, de me donner 1 an pour faire en sorte que ce modèle économique fonctionne. Et je me suis dit, au bout de 2 ans, soit je gagne de l'argent et je continue, et c'est rentable, et je n'étouffe pas derrière le fait de courir derrière l'argent toute la journée, Ouais, et j'en fais un projet qui m'intéresse, ou viable. alors j'arrête. Parce que j'ai jamais eu cette vocation de devenir entrepreneuse. C'est vraiment ce projet qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est pas, et encore, je sais pas combien de temps je vais le faire encore, mais je me dis, c'est pas forcément un métier que je ferai toute ma vie d'être entrepreneuse. Je pense que il y a une part quand même de vocation. Et c'est quelque chose que j'ai pas. Pour le coup, ce projet m'anime complètement et je pense que j'aurai un pied dedans un peu toute ma vie.
C'est intéressant comme remarque. Tu te sens, enfin, donc tu es entrepreneuse de fait parce que tu es sur un sujet qui t'intéresse, te mobilise, mais tu te sens pas au fond entrepreneuse à faire ça. Demain, te dire, tiens, je vais faire un autre projet qui aura rien à voir avec le féminisme et je vais lancer autre chose. T'es pas Ah comme ça. non, 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 pas du tout. Non, non. Bon, après, tu l'es par la force des choses aujourd'hui. Voilà, exactement. Je pense que je suis plus une entrepreneuse de fait qu'une entrepreneuse de cœur. Bah écoute, c'est bien de le dire et de l'assumer. Il faut être aussi honnête vis-à-vis de soi-même et puis ça permet aussi de connaître un peu des fois ses limites, tout ce qu'on veut vraiment faire. Parce que Mmh. effectivement, au-delà du média, après être entrepreneur, bon, c'est la compta, c'est des RH, Ouais, c'est du commercial, c'est planifié, etc. C'est voilà, je pense que c'est un métier et c'est pas pour rien ouais, bien qu'il y a sûr. des écoles pour et c'est pas une école que j'ai faite par ailleurs et Mais c'est pas le truc qui te fait le plus kiffer dans ton travail. non. Ouais, c'est bien de le dire, mais en tout cas, c'est aujourd'hui une vraie entreprise. Surtout, on est toujours sur les Glorieuses, donc là, un peu avant le lancement de Gloria Media. Mmh. Donc, modèle gratuit, ça, c'est un truc qui m'intéresse parce qu'effectivement, j'ai fait un épisode avec Arthur de Villemandy, je sais pas si tu connais, qui a lancé la newsletter Magma, newsletter payante. Après, il en a une gratuite. Il y a vraiment pas mal de modèles sur la newsletter. Est-ce que t'as forcément pensé à un modèle d'abonnement? Mais est-ce que c'est possible sur une newsletter comme les Glorieuses? Alors, entre guillemets, avec je sais pas s'il y a une diversité éditoriale versus vraiment une newsletter de revendication. Euh, comment est-ce que t'as choisi entre le gratuit et l'abonnement? Est-ce que tu y as pensé à ce modèle? Alors j'ai absolument pas pensé à rendre cette newsletter payante à un moment donné et ce sera jamais le cas, ça c'est sûr. Ça c'est une volonté effectivement politique de ma part de faire en sorte que ce soit accessible vraiment à un nombre large, indépendamment des revenus de cette personne. Et je pense pas que ce serait que je qualifierais cette newsletter de revendicative ou en tout cas une newsletter de revendication. Je pense que c'est une newsletter qui est généraliste dans le sens où je vais parler de culture, de politique, d'éléments plus intimes, mais en tout cas de plein de sujets différents. Par contre, toujours avec un regard féministe. Euh, mais finalement, c'est pas plus revendicatif que un autre média qui va mettre en avant des valeurs écologistes ou des valeurs antiracistes ou autres. Ou politique, Le Figaro qui est notoirement de Ouais, droite, et cetera. Non, mais c'est un prisme en fait. Vous avez ouais. un prisme, une idée, mais tu peux traiter tout sujet. T'as pas l'impression, voilà, d'être juste dans la revendication, dire il y a des inégalités, et cetera. Vous êtes vraiment aussi un média de fond. Vous pouvez traiter tous les Mm. sujets. Ben, on parle à la fois de sujets froids et de sujets plus chauds, mais on a tendance à plus parler de sujets froids, de livres, d'aspects culturels, et puis effectivement, de temps en temps, quelque chose lié aux politiques publiques ou lié aux politiques internationales dans d'autres pays. Mais je Ouais. pense que, enfin, moi, ma vision en tout cas de l'activisme, et c'est ça que j'applique dans mon parcours aujourd'hui, c'est que je vais toujours essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs dans le monde pour proposer des solutions et pas râler pour râler. Ouais, donc vraiment, tu t'inscris un peu dans cette logique de ce qu'on appelle le journalisme d'impact ou journalisme de solution. C'est Mmh, pas oh, les trains sont en retard, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que d'autres ont mis en place dans le monde pour que les trains arrivent à l'heure. exactement. Vous avez des journalistes dans l'équipe? Oui, absolument. Plusieurs. Et on D'accord. travaille avec des journalistes à la fois en France et à la fois à l'international, notamment pour le projet Impact. D'accord, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Il y a combien d'abonnés aux Glorieuses? C'est un chiffre qui est public? Bah oui, enfin, je dis pas Après, sur tous les doigts, mais l'ensemble de nos abonnés s'élève à un petit peu plus de 195 000 personnes. d'accord, ça c'est toute newsletter confondue. Ouais. Ok, bon, commence à faire effectivement un beau bassin d'audience. Donc modèle gratuit. Donc les Glorieuses se développent bien et donc naturellement vous dites bon bah voilà on va en créer d'autres newsletters. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis je structure tout ça une nouvelle structure qui s'appelle Gloria Media? Comment ça vient? Alors en fait, Parce que c'était en 2018 hein, Gloria Media. oui, en juillet 2018. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé les Petites Glos un an et demi après les Glorieuses. Donc les Petites Glos, c'est
la newsletter pour adolescents et adolescentes qui veulent changer le monde sans avoir pouvoir ni d'argent. Donc l'idée justement, c'est de mettre en avant des soit des case studies, soit des histoires de militants et de militantes qui ont réussi à faire évoluer quelque chose dans leur société qui était important pour elles et pour eux. Et donc finalement, c'est un peu les 2 premières newsletters qui ont été lancées avant même la création de l'entreprise. Et en fait, la création de l'entreprise a été tout simplement créée pour pouvoir faire des factures. Enfin, c'était vraiment, c'était la raison. Il fallait rentrer dans la légalité. Si tu veux gagner de l'argent, il faut facturer. Si tu Ouais, veux c'est facturer, il faut une boîte. C'est-à-dire qu'avant la création de ça. Gloria Media, c'était quoi? C'était l'auto-entrepreneuriat? Ou même pas? Il n'y avait pas de Non, je business? facturais pas, juste, j'avais rien à facturer, j'avais pas de C'était un hobby. clients, Ouais, t'avais pas de, oui, donc t'avais même pas besoin, effectivement. Donc j'avais le chômage. ouais, bah, bah bien sûr. Ouais. Le fameux. Non, mais c'est bien, ça t'a permis de valider. Et le premier Alors, client que j'ai eu, c'était pour les petites Glo d'ailleurs, c'était pas pour les Glorieuses. Et c'était Hachette Roman, qui est toujours notre client aujourd'hui. Et je m'en ouais. souviendrai toujours. Elles m'ont envoyé un mail pour me dire qu'elles étaient intéressées de financer et d'accompagner le développement du projet des petites Glo. Alors à l'époque, en plus, on n'avait vraiment pas beaucoup d'abonnés. Enfin, ils étaient vraiment trop sympas. Et c'est encore notre partenaire aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment mon partenaire historique, quoi. Bah, c'est quelque chose, justement, je pense on en parlera un peu tout à l'heure sur les sponsors, parce que justement sur des sujets comme ça, très, des causes, t'as un côté effectivement peut-être même pas rationnel des fois pour des annonceurs. Parce que là, tu me dis que voilà, vous aviez peu d'abonnés. C'est vraiment l'envie d'aider plus que réellement attendre un retour sur investissement. Mais on y reviendra tout à l'heure sur Gloria Media. Je pense que Alors, c'était plus que aider un projet, enfin uniquement aider un projet. Je pense qu'il y avait effectivement cette dimension-là, mais je pense qu'il y avait aussi la dimension de, elles sont en train de créer une communauté qu'on n'avait pas forcément réussi à atteindre avant. ouais, d'accord. Donc se dire, Ouais, oui, on n'y arrive pas, on sent qu'il y a un projet là qui est en train de prendre, le fond est bon, exactement. on s'y associe assez tôt en se disant, bah, à la fois on aide et à la fois ça devrait Exact. marcher et si ça marche, on en bénéficiera. Absolument. Du gagnant-gagnant. Ce qui est plutôt mal, hein, si le projet se développe bien Oui. comme tu l'escomptes. Sur le nom Gloria Media, alors est-ce que Voilà. voilà, c'était juste est-ce que c'est un clin d'œil à Gloria Steinem, pardon, qui est une icône du féminisme US ou pas du tout? Bah, en fait, c'était plutôt ça vient plutôt du nom Les Glorieuses. En fait, Les Glorieuses, je l'ai trouvé avec mon autre meilleure amie, Anna. Franchement, ce projet, c'est un projet vraiment de meilleures amies. Ouais, à chaque fois c'est des meilleurs amis, mais c'est Ouais. c'est souvent comme ça que ça se fait en discutant et en Et partageant. ouais, et d'ailleurs, c'est elle qui m'a validé ma première newsletter parce que j'avais tellement peur de l'envoyer, sachant que je pense que la première newsletter, j'ai dû l'envoyer à, je pense, 250 personnes maximum, et j'avais tellement peur, c'était trop drôle. Et enfin, c'est trop drôle, non, c'est justifié parce que c'était. Non, c'est justifié. Non, mais c'est comme tout. Voilà, on revient sur l'entrepreneuriat. Mais quand tu lances le premier, tu mets ton post sur LinkedIn, ton post Ouais, sur Facebook, tu mets ta boutique live. Tu as toujours ce moment un peu d'appréhension. Et je pense que tu écrives à 250 ou 180 000 personnes, ça revient au même. oui, Tu te livres, tu te mets un peu à nu. Et puis derrière, tu attends ou pas les critiques positives, négatives, les retours. Mais c'est le lancement, je pense. C'est important. complètement. Et donc, typiquement, du coup, genre le nom des Glorieuses, je l'ai trouvé avec Anna, où on s'envoyait plein d'idées. Et puis, à partir du moment où j'ai écrit les Glorieuses, elle m'a juste répondu oui, bah, c'est ça. Ah bah voilà, comme une évidence. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je me suis créé un espèce d'imaginaire autour de ce nom-là. Je me suis dit que les Glorieuses, c'était à la fois toutes ces femmes qui n'avaient pas été reconnues dans leur travail, qui avaient été invisibilisées, et aujourd'hui à qui on redonnait une visibilité, pardon. Mon oncle qui vit au Canada m'a dit que les Glorieuses, en fait, au québécois, ça veut dire les testicules. Et j'ai appris ça un an plus tard. Et donc, ça m'a vraiment fait rire. Ouais, c'est rigolo. C'est un C'était clin d'œil sympa, quoi. une réappropriation finalement de ce mot d'une autre manière. Il y a une autre personne qui m'a dit que les Glorieuses, c'était le nom qu'on donnait aux jeunes femmes qui se mariaient avec des artistes très vieux, avec finalement en arrière-pensée de pouvoir avoir un héritage et de prendre derrière, donc finalement un nom assez sexiste, on peut le dire. Ouais. Et donc finalement, je me disais, l'idée, c'était aussi de redonner une gloire au mot glorieuse. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le nom. Et donc dès le début, l'adresse mail qui fait partir la newsletter, qui est encore la même adresse mail aujourd'hui, c'est gloria@lesglorieuses.fr. Donc les Gloria, ça vient plus de glorieuse
que D'accord, de la gloire que de cette féministe US. Bon, ce qui est pas mal non plus comme j'aime beaucoup association. par ailleurs d'ailleurs, hein, Gloria. Voilà, ça fait un truc de plus à raconter, mais Ouais. effectivement, c'est un beau choix de nom, les Glorieuses, et j'ai l'impression que maintenant, si tu t'appelles Glorieuse, en tout cas en France, c'est plutôt vous qui sortez en premier que les testicules ou les filles des sugar daddy, que je connaissais pas d'ailleurs par ailleurs ce terme. Donc là, Gloria Media se lance, donc vraie entreprise, ça y est, t'es entrepreneuse, tu peux facturer tes sponsors. Ouais. Donc 5 newsletters, bientôt 7. Comment vous choisissez les verticales aujourd'hui? Parce qu'on sait que dans les newsletters, j'en parlais avec Marine Ledouche, je sais pas si tu connais de Médiane, on parlait un peu des newsletters. C'est un des succès, je pense que tu me contrediras pas, c'est vraiment le côté très incarné, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu choisis des verticales? C'est des gens qui viennent avec des idées qui portent très fort, ou est-ce que vous avez en stock des idées de verticales et t'attends la bonne personne? Comment vous vous développez là-dessus? Alors moi j'ai j'ai vraiment une page entière d'idées de newsletters que j'ai envie de lancer et c'est plutôt, on me dit genre, enfin détends-toi, calme-toi, on va pas pouvoir tout lancer d'un coup. Je pense que c'est plus une histoire d'opportunité et de financement en fait. Aujourd'hui je lance pas de newsletter tant qu'elle est pas financée pendant au moins un an. Et Euh, comment tu peux la financer en amont? De par maintenant votre pédigré, quelque part, votre track record, vous êtes capable d'aller voir des sponsors en disant je lance telle verticale, est-ce que tu m'accompagnes? Bah, en fait, je pense qu'on a déjà la chance d'avoir une communauté et un projet tel que, en fait, c'est les personnes qui nous contactent parce qu'ils veulent faire des choses avec nous, généralement avec la newsletter des Glorieuses. Et puis, la newsletter des Glorieuses, quand même assez radicale, faut le dire. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de voir si jamais il n'y a pas d'autres thèmes qui pourraient être intéressants et du coup qui permettraient d'être abordés de manière plus spécifique. Et donc, typiquement, la troisième et quatrième newsletter, c'était économie, donc la verticale économie. Et la verticale économie, c'est parti d'une réflexion que moi j'avais eue quand je voyais notamment des comptes comme Financial Diet aux États-Unis ou The Skim, qui sont en fait des newsletters qui ont vocation à proposer une éducation financière envers les femmes, en disant voilà, les femmes n'investissent pas assez, ne sont pas assez investisseuses, ne sont pas assez, je sais pas consommatrices responsables parce que c'est quand même assez péjoratif comme terme, mais de dire qu'il y a d'autres moyens d'être consommatrice pour créer davantage de sororité et d'avoir une consommation plus féministe, par exemple. Ouais. Et en fait, je voyais ce phénomène émergent qui est aujourd'hui énorme aux États-Unis et je me disais, mais on n'a rien ici en fait. Et on pourrait développer un projet dans ce sens-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a lancé avec le département relations humaines de L'Oréal, avec qui du coup on a développé ce projet d'économie. Donc au début, effectivement, c'était sur l'éducation financière et on a fait évoluer un peu le projet, même beaucoup le projet, pour que ce soit plus en accord avec ce que nous, on voulait faire. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un format de vulgarisation d'études économiques universitaires, scientifiques, pour faire en sorte de mettre en lumière des recherches qui ont déjà été faites par des économistes femmes d'un peu partout dans le monde sur la question des femmes et du travail. D'accord. Donc, Et ça, c'est une newsletter qui existe à la fois en français et à la fois en anglais. vous avez lancé dès le premier numéro dans les 2 langues. Oui, absolument. D'accord. Et donc ça, pareil, donc t'es allé voir L'Oréal pour les pitcher sur ce sujet-là, en leur disant, voilà, enfin, est-ce que tu avais cette idée en disant je cherche quelqu'un, ou est-ce que c'est une histoire de rencontre, tu avais ce projet-là et puis tu rencontres quelqu'un, puis on dit pourquoi pas? Comment est-ce que tu t'es fait? Parce que là, c'est intéressant. J'imagine que des gens qui veulent se lancer dans les newsletters, l'argent, c'est évidemment le nerf de la guerre. Comment est-ce que tu fais pour aller voir L'Oréal et avoir un budget pour lancer ta newsletter? J'ai rencontré la personne avec qui je fais ce partenariat, qui s'appelle Margaret Johnston Clark et qui est directrice de la diversité dans le groupe L'Oréal. Et je l'ai rencontrée à une soirée caritative, complètement par hasard. Et elle m'a dit qu'elle connaissait les Glorieuses et qu'elle aimait énormément. Et elle disait, bah viens, on réfléchit à quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire toutes les deux. Ouais. Donc, Okay. du coup, ça s'est passé de manière plus informelle que ça, quoi. Ouais, Je suis c'est pas un peu le allée hasard. voir Ouais. l'organisation en disant, voilà, j'ai ce projet, est-ce que vous accepteriez Qui est une autre manière de faire, mais peut-être plus difficile. En tout cas, là, c'est vraiment voilà, par la rencontre. Tu dis quelqu'un aimerait bosser avec toi, tu réfléchis un peu et puis tu trouves le projet et puis ils y vont.
exactement. Donc il faut sortir dans les cocktails, rencontrer du monde, quoi. C'est toujours les bonnes rencontres qui font. Et surtout investir. Là, pour le coup, c'était pour Human Rights Watch. Donc, c'était une soirée pour soutenir Human Rights Watch. Bon, donc tu Donc, vois, faut s'investir politiquement. exactement, exactement. Comment vous travaillez aujourd'hui parce que donc tu dis que vous produisez donc des newsletters en anglais. Tu m'as parlé tout à l'heure de Mhm. correspondants à l'étranger. C'est plus un hobby, on l'a vu maintenant. Donc ça fait bientôt 7 newsletters. Comment vous travaillez? Quel outil vous utilisez? Vos méthodes de travail? On a beaucoup parlé de Substack en 2020. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez ou vous étiez avant et vous faites la plus artisanale peut-être? Alors non, on n'utilise pas Substack et je fais juste une parenthèse sur Substack. Je pense que c'est aujourd'hui le meilleur outil si jamais on veut lancer sa propre newsletter. Tu C'est redémarrais vraiment aujourd'hui, tu irais sur Substack, genre tu réfléchirais pas une seconde? ouais. Je pense que c'est, enfin, j'ai un peu regardé la plateforme là, je trouve que c'est extrêmement bien fait et il y a une solution dès le début pour faire en sorte que les auteurs et les autrices aient une rémunération et je trouve que c'est un bon moyen, un bon moyen de se rémunérer grâce aux newsletters qui est voilà, donc Substack, je trouve que c'est intéressant. Nous, on utilise comme logiciel d'envoi, c'est Campaign Monitor, Mmh. qui est un logiciel d'envoi de newsletter qu'on a choisi parce que c'est eux qui ont le meilleur taux de délivrabilité. Donc le taux de délivrabilité, c'est ce qui permet de comprendre quand on envoie des mails, de bien s'assurer qu'on ne tombe pas dans les spams, Ouais. mais bien dans la boîte mail. Et pour nous, c'est ce qui nous importe le plus parce que du coup, ça nous permet de garder un taux d'ouverture extrêmement fort qui est aujourd'hui, en fonction des newsletters, entre 55 et 70%. Ouais, ce qui Et est c'est énorme. on travaille dessus énormément. Donc vous avez Euh, quelqu'un en interne qui gère ça ou tout le monde en est un peu responsable pour d'aller un peu regarder dans le détail les chiffres d'ouverture, de clics, etc. Éventuellement rebosser des, 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 des titres, etc. Vous regardez ça de très près? enfin, je pense que c'est moi qui suis la plus obsédée par ça, clairement. Mais je pense que C'est c'est moi bien qui d'être regarde. obsédé par ça. Alors c'est pas forcément le truc le plus sexy hein, quand on parle d'un média, Ah moi, etc. j'aime bien, newsletter, ouais. mais c'est ultra important. Ouais, je sais pas, j'ai appris à aimer, enfin, de voir mon petit mail toutes les semaines cette semaine, vous avez 1500 nouveaux abonnés. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça, Ouais, non, j'aime mais bien. moi, j'avais lancé un e-commerce, c'est pareil, j'avais à chaque fois que j'avais une commande, je recevais un mail et j'adorais ça. Tu sais, tu regardes qui a acheté, qui a machin, c'est un côté, voilà, c'est ton bébé, c'est un peu une preuve tangible du succès ou pas, ou voir identifier des problèmes. Mais en tout cas, oui, tu peux pas être juste dans le contenu, tu es obligé à un moment donné quand même d'être dans les chiffres et de voir comment ça marche mécaniquement, quoi. Enfin, en tout cas, Et comment de la ça même marche. manière, ça me fait un crève-cœur quand les gens se désabonnent de la newsletter. J'essaie de comprendre pourquoi. Maintenant, ça va, hein, mais Ouais, ça m'a surtout pris que je pense que beaucoup de c'est temps. important. De laisser les gens se désabonner. Ah bah oui, Je sais plus avec vraiment. qui j'en parlais. Non, mais tu sais, c'est Netflix hein, qui avait désabonné manuellement plein de leurs abonnés qui n'utilisaient pas. Alors, il y avait évidemment un côté un peu coup de com' parce que quand tu as des millions d'abonnés, tu peux en enlever quelques centaines de milliers, c'est pas très grave, mais se dire, bah, ça sert à rien de garder un abonné s'il est pas actif. Limite, c'est Mm. pas bon pour les chiffres, ça spam, et ça, c'est autant faciliter le désabonnement. Et c'est un truc qu'on peut reprocher à des médias. Je pense au Monde, c'est pas pour les pointer du doigt, mais se désabonner du Monde, c'est un enfer. Et je comprends Oui, pas. oui, Tu vois, j'ai envie psychologiquement, pourquoi les gens t'empêchent de de- te désabonner, quoi. Ouais, ouais, je sais pas non plus. Voilà, donc oui, donc c'est pas grave d'avoir des gens qui se désabonnent si t'en as en face plus qui s'abonnent. Sinon, Oui, voilà. c'est que t'as un Ouais. petit problème quand même. Euh, quels sont tes relais de croissance aujourd'hui parce que bon bah t'as fait un peu le tour des plateaux avec le hashtag les glorieuses on en parle c'est quoi aujourd'hui comment tu vas chercher de nouveaux abonnés. Euh, hmm. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Le premier relais de croissance, ça reste le bouche à oreille. En haut de chaque newsletter, on a une petite phrase recommandez-nous à une amie. Et quand on clique dessus, on arrive sur une page du site internet où on peut recommander la newsletter à 2 ou 3 personnes maximum. J'ai oublié le nombre exact. Mais le fait qu'il y ait un nombre, parce qu'on aurait pu mettre 15 personnes, hein, Ouais, le fait qu'il y ait un nombre limité, ça fait que la personne réfléchit aux à qui meilleurs au plus voilà au plus pertinent.
exactement, qui seraient le plus intéressés par cette newsletter, ce qui nous permet d'avoir un taux de conversion de cet email de plus de 90%, ce qui est énorme. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment notre cercle d'abonnés qui abonne Qui son cercle. abonne les autres, voilà, par effet, comme ça, de bouche à On va oreille. lancer, T'as jamais fait d'acquisition payante ou de campagne de RP ou ce genre de choses. Vous vous reposez sur ce mécanisme alors c'est pas de l'affiliation, mais c'est de recommandation. Alors en fait, on a fait une première campagne de recrutement payant sur les réseaux sociaux, et là on va en lancer une nouvelle parce que c'est quelque chose qui marche assez bien, et on va voir si c'est quelque chose d'utile ou pas. Ce qu'on va mettre en place aussi dans très peu de temps, c'est un programme d'affiliation pour engager davantage justement notre cercle de lecteurs ou de lectrices à faire en sorte d'abonner son cercle à lui. Et clairement, mon inspiration pour ça, c'est le programme d'affiliation de la newsletter Morning Brew, qui est très, très... Qui ont un programme référol de dingue. On en a déjà parlé sur Mediarama, mais ils ont compris pas mal de choses, effectivement. Ça marche bien. Donc ça, vous allez le mettre en place. Donc toujours sur le modèle gratuit, mais toi, voilà, tu sais que gagner X abonnés, ça te permet de développer, d'augmenter le panier moyen du sponsoring. Donc t'es capable de voir si t'as un retour sur investissement. Alors moi, je le vois pas comme ça. C'est marrant. Je pense que oui, au final, c'est ce qui va se passer, parce qu'à partir du moment où on atteint un certain palier, ça nous permet d'augmenter les prix en termes de sponsoring. Ouais. Mais c'est pas forcément l'idée non plus, parce que typiquement dans notre modèle économique, nos sponsorings, pour certaines newsletters, c'est des sponsorings à l'année, et je vais pas forcément changer le prix pour l'année suivante non plus, parce que mon objectif, c'est plutôt de garder le même partenaire plutôt que de chercher un nouveau partenaire et de développer autre chose, parce que le fait d'avoir les mêmes partenaires d'année en année, ça nous permet aussi d'avoir, d'améliorer finalement la manière dont les partenaires sont mis en avant dans nos newsletters, et de créer une relation de confiance aussi avec eux. Donc ça, c'est pour le côté sponsoring. Et puis après, notre modèle économique ne repose pas uniquement sur le sponsoring. Il y a aussi le Club des Glorieuses, avec 2 possibilités d'abonnement au Club des Glorieuses. Un à 79 € par an et un à 129 € par an, qui donne accès notamment à tous les événements qu'on organise. Et donc ça, typiquement, plus on a d'abonnés, plus on a une conversion au Club des Glorieuses. D'accord, qui est un peu ton focus. Donc ça, ce club, effectivement, j'avais bien vu. Vous avez combien c'est des adhérents, ou je sais pas, combien de membres payants vous avez dans ce club? 388. D'accord. J'ai vu ça hier, j'ai regardé. Ouais, je vois, ça sort tout de suite le chiffre précis. Non, c'est t'as regardé. Ce qui est bien, je crois que j'avais vu un article de toi où tu disais 200. Alors ça datait d'il y a quelques mois, donc ça prouve quand même qu'il y a un succès. J'ai oublié ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux en dire un peu plus, parce que cette notion de membre dans les médias, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé, etc. Il y a plein de médias qui l'ont testé avec plus ou moins de succès. Et j'ai vu notamment parmi les perks, un peu, les choses auxquelles on a droit en étant membre, l'accès à un groupe privé sur LinkedIn. Ça m'interrogeait un petit peu. Est-ce que ça donne quoi? Tu peux m'en dire plus? Alors, c'est pas forcément moi qui suis dessus d'ailleurs. C'est vraiment les membres du club entre elles, et parce qu'on a remarqué déjà qu'elles voulaient faire en sorte qu'il y ait plus d'interaction entre elles en dehors des événements, sachant qu'en plus avant on faisait des événements physiques, donc elles se voyaient au moins une fois par mois. Mais bon, il n'y avait pas tout le monde qui était disponible. Maintenant, tout est passé en numérique évidemment. Et donc du coup, on avait créé à l'époque un groupe sur Facebook pour qu'elles puissent se raconter des choses, etc. Et ce dont on s'était rendu compte, c'était qu'en fait, il n'y avait pas tout le monde qui avait Facebook. Haha. Pourtant, j'imagine, je sais pas si tu vas parler de LinkedIn, mais j'imagine qu'il y a quand même plus de monde sur Facebook que LinkedIn, statistiquement. Eh ben non. Non. Enfin, en tout cas, pas dans notre club. Ouais, ça, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de personnes qui voulaient faire du business entre elles, et qui voulaient voir ce que l'une et l'autre faisaient, qui cherchaient un job, ou alors qui étaient en freelance, ou alors qui étaient au contraire responsables comme dans un grand groupe, et qui voulaient développer, avoir comme cliente ou avoir comme prestataire plus de femmes qui
enfin voilà, avec qui elle avait des affinités. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de choses qui se passent grâce à ce groupe LinkedIn. Et pour le coup, les groupes LinkedIn sont mieux faits que les groupes Facebook pour ce type d'échange. D'accord, mais ça veut dire quand même que alors soit parmi les membres ou les lecteurs des Glorieuses, c'est quand même une sociodémographie un peu CSP+, que... Non, je sais pas si tu connais bien ton audience. Euh, Tu vois, est-ce que c'est pas anodin de dire quand même que là tu parles de gens qui veulent faire du business entre elles, etc. Bah en fait, je pense que déjà, oui, je sais pas s'il y a que des CSP+ qui sont sur LinkedIn. Je pense pas que ce soit que des CSP+ qui fassent partie du club des Glorieux. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Et l'idée justement, c'était aussi de rendre ce club plus divers et qu'il n'y ait pas que des CSP+. Et c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec la Fondation L'Oréal pour lancer le programme Les 100 Glorieuses où on offre chaque année 100 places gratuites à des personnes qui ne peuvent pas forcément se permettre d'accéder au club. Et ça, on le fait en partenariat avec l'association Get Up et notamment sa fondatrice Inès Sediki. Et ça, l'idée justement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une sociodémographie homogène au sein du club des Glorieuses. Ok, ça c'est plutôt cool. Et ce club, donc là, il n'y a plus d'événements physiques, tu parles en numérique. C'est quel type d'événement? Alors, c'est un événement mensuel où généralement je vais inviter une personne à discuter, pas forcément de son parcours, mais plutôt d'un livre qu'elle aura écrit. Donc, typiquement, la dernière, c'était il y a une semaine ou deux, je sais plus. Et c'était l'activiste égyptienne et américaine qui s'appelle Mona El Tahawi, qui est absolument formidable et qui a vraiment révolutionné la manière dont on fait de l'activisme, et notamment de l'activisme en ligne. J'ai eu aussi la philosophe Camille Fouad-Brométry. En fait, j'ai eu vraiment plein d'invités à la fois francophones et internationales. Et en fait, le fil rouge du Club des Glorieuses et des rencontres du Club des Glorieuses, c'est la notion d'utopie féministe. Et c'est de se dire, voilà, on est en train de se battre pour quelque chose d'utopique qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas défini. Et en fait, c'est très dur de se battre pour quelque chose qu'on n'a pas représenté dans sa tête. Et en fait, pour à la fois donner des armes, à la fois donner de l'imagination, à la fois donner un coup de boost au monde, aux activistes, aux féministes de tous les jours et à tout le monde qui est finalement un peu concerné par cette question-là. L'idée, c'était de dire, on va construire ensemble cette utopie féministe. Et donc, c'est pour ça, chaque mois, j'invite quelqu'un à parler d'utopie féministe. Ok, ça sur le fond évidemment c'est très cool parce que ça c'est un vrai lien avec le média en lui-même. Est-ce que ça te prend du temps d'organiser parce que souvent on sait que ce genre d'initiative, des clubs, des rencontres, etc. C'est assez chronophage, c'est dur de le tenir dans le temps. T'y consacres beaucoup de temps? Je pense que oui, dans l'équipe, de toute façon, il y a une personne qui, je pense, y consacre, je dirais 10% de son temps de travail. En fait, ce qu'il faut, à mon avis, quand on est un club, enfin en tout cas quand on veut lancer un club, c'est de le lancer à partir du moment où on sait qu'on a une communauté qui est engagée pour avoir un bon taux de conversion. Ouais. Parce qu'en fait, qu'on fasse quelque chose pour 3 personnes ou qu'on le fasse pour 388, ça va être la même quantité de travail. Ouais. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête d'avoir un coût qui permet de faire en sorte d'avoir un retour sur investissement. Oui, ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est plusieurs choses. Nous, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, on lui envoie une petite carte de bienvenue. On leur envoie un mail de bienvenue, mais le mail de bienvenue est automatique. Donc ça, finalement, on a besoin de le faire une fois et puis après, plus forcément besoin de le faire. Mais le fait d'envoyer quelque chose d'un point de vue logistique, ça prend du temps. D'inviter des gens, ça prend du temps aussi. De préparer les interviews, ça prend aussi. Alors, et je vais être complètement transparente là. Pour compenser ce temps-là, par exemple, je fais en sorte de retranscrire cette rencontre qui me permet de faire la newsletter suivante. Ouais, ça te fait du contenu que tu réutilises. Voilà. Ce qui est hyper malin et qui sert aussi, puis donne envie à ceux qui ne sont pas dans le club, voient un peu le type de contenu et ça les tease un peu. Puis toi, ça te fait quand même de la bonne matière, quitte à avoir organisé tout ça, autant réutiliser le contenu par ailleurs. C'est ultra intéressant. Et là, je suis en train de réfléchir à me dire, est-ce que je ferais pas justement un livre de conversation autour des utopies féministes parce qu'il y a de la matière trop bien.
Ouais, bah ouais, ce que tu me décrivais, effectivement, si tu arrives à trouver un peu le fil rouge et puis une belle construction dans un bouquin, je pense que ça marche. Puis si tu parleras en plus du club, tout ça est très vertueux en fait, hein, si tu arrives à bien le faire et à bien l'orchestrer. Oui, voilà, mais il faut toujours partir du fond pour ensuite trouver un format qui fonctionne. Oui, pas se précipiter et avoir du fond. Parce Ouais. qu'effectivement, c'est pareil, je parlais des clubs, mais la diversification vers des livres, etc., il y en a beaucoup qui le font. Brut l'a fait, etc. Il faut pas se planter, quoi. Il faut avoir vraiment du fond qui va plaire, parce que ta communauté ne te suit pas forcément sur d'autres supports, quoi, s'ils te connaissent pas. Donc le club, donc ça marche bien, et aujourd'hui effectivement toi c'est aussi une manière d'avoir une autre jambe de revenus. L'autre, on disait, c'est les sponsors. Je m'interrogeais juste, quand on a un petit peu parlé tout à l'heure, comment est-ce que tu choisis tes annonceurs, parce que évidemment t'as toujours un peu enfin, je sais pas si ça existe, enfin si, forcément un effet de féminisme washing, je sais pas si ce terme existe, mais peu importe. Comment est-ce que tu t'assures, toi, que tes sponsors, je sais pas, sont vraiment bien alignés avec ce que vous faites? Est-ce que tu as une charte? Comment tu contrôles? Parce que derrière, tu prescris quelque part quand tu adosses un sponsor à ton contenu. Comment tu les sélectionnes? C'est une bonne question. Alors déjà, effectivement, il y a un côté prescriptif dans le choix des sponsors qu'on a, mais je suis pas non plus garante de leur côté féministe parfait. Et déjà, je pense pas que toute entreprise peut être parfaite en termes de féminisme ou en termes de quoi que ce soit d'ailleurs. Et moi-même, je prétends pas l'être. Et donc, je vais pas dire que je veux travailler uniquement avec des entreprises parfaites partout. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des entreprises qui veulent faire les choses bien, qui veulent s'améliorer, qui ont des valeurs qu'ils veulent mettre en avant. Et généralement, ce que je leur dis, c'est que, c'est un peu, je te donne mon pitch commercial, Ouais, non, mais c'est intéressant, justement. Vas-y. c'est que, en gros, les entreprises collaborent avec nous pour 3 raisons. Et on collabore avec elles pour ces 3 mêmes raisons. La première, c'est que elles vont lancer un produit qu'on dit féministe, donc ça, c'est souvent des startups. Ça va être, par exemple, notamment tout ce qui est développé autour des protections menstruelles, donc les culottes menstruelles, les tampons bio, ce type de choses, ou alors des applis ou des logiciels qui peuvent vraiment permettre concrètement d'améliorer la vie des femmes. Pourquoi? Parce que notre public, c'est vraiment le bon public par rapport à ça. La deuxième raison, c'est des entreprises qui veulent faire plutôt de la communication institutionnelle et donc montrer quelles sont les pratiques au sein de leurs entreprises qui pourraient intéresser notre public, donc soit pour attirer des nouveaux Marque talents. employeur. Voilà, marque employeur, ou alors aussi pour dire, voilà, nous on a testé ça en interne, ça a fonctionné. Si vous êtes chef d'entreprise ou si vous travaillez dans un autre groupe, ça pourrait être intéressant de le faire, mais pas d'une manière, on va dire, nous on est les meilleurs et vous devrez faire la même chose. Plutôt, nous on a testé ça. Ouais, voilà Voilà. un peu les learnings qu'on a fait. Tout c'est pas parfait, mais on a testé ça. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées. Et le troisième champ d'intérêt, ça va être sur les événements. Donc ça, c'est un peu moins le cas en ce moment, hein. Mais ça va être par exemple les événements, les programmes. Ça va être des entreprises qui vont créer des choses pour les femmes et sur des questions des droits des femmes ou du féminisme ou de l'entrepreneuriat des femmes, par exemple, et qui veulent communiquer auprès de notre communauté parce qu'elles savent que c'est une communauté qui est intéressée par ces sujets-là. Ça, c'est vraiment les 3 raisons pour lesquelles les marques collaborent avec nous. On a fait une collaboration qui était d'ailleurs ma première collaboration, je dirais pas avec qui, mais qui a complètement raté. C'était ma question suivante. Est-ce que tu as eu un fail? Donc je suis ravi que tu t'en parles sans nommer la marque, évidemment. Il y a forcément eu un fail, mais je peux même pas te dire genre le type de produit, mais bon, c'était un produit lié aux cosmétiques. Et c'était pourtant une communication qui était très portée sur l'empowerment des femmes. Je pensais pas que ça pouvait rater à ce point-là, quoi. Mais je pense qu'on a reçu vraiment, je sais pas, je dirais 500 mails Bang. de lectrices qui disaient mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi. Et là où elles sont sympas, c'est qu'elles nous ont quand même donné une autre chance.
Ouais, il n'y a pas eu un bashing où on se désinscrit en masse, etc. Et pourquoi, alors par curiosité, c'est parce qu'en fait, vous aviez mal sélectionné ou en fait, voilà, un peu de poudre aux yeux et puis derrière, vous n'avez pas assez checké? En fait, déjà, c'est le premier partenariat que je faisais, donc déjà, j'étais trop contente qu'une marque veuille bien Ouais, normal. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là. Et dans un second temps, c'est en fait le produit en lui-même n'a pas du tout sa place dans une newsletter féministe. Et à juste titre, le lectorat avait complètement raison. D'accord, mais donc tu as appris, ça vous avez appris, je pense que tu referas peut-être, alors je sais pas, je sais pas, mais des erreurs, tu pourras toujours en faire, mais et alors pour contrebalancer, ton plus beau partenariat, ton plus beau sponsor? Mon plus beau sponsor actuellement, c'est vraiment avec L'Oréal? Ouais, je crois. Je sais pas, mais parce que genre, mais en même temps, non, mais pas que, parce que genre, tous les sponsors que j'ai aujourd'hui, ou tous les marques avec qui je bosse, c'est que des gens trop bien. En fait, avant que ce soit des marques, c'est des... Ouais, c'est des humains et tu sens un peu s'il y a c'est des gens avec qui je m'entends déjà très bien sur le plan intellectuel et qui veulent toutes faire bouger les choses en interne. Oui, même si c'est pas parfait dans leur boîte, parce que L'Oréal, c'est pas parfait. Enfin, comme tu disais, aucune boîte n'est parfaite. Mais s'il y a de la sincérité dans des démarches, ça suffit. D'être parfait. Et je pense que c'est là-dessus, à mon avis, c'est ça qu'il faut faire attention auprès des annonceurs. Il n'y a aucune marque qui est parfaite et il faut jamais communiquer sur le fait que quelqu'un est parfait, quoi. Oui, parce que là, le retour de bâton peut être un peu violent. Mais tu vois, c'est quand même un peu sensible. Hein. Je veux dire, encore une fois, cette prescription que tu as, c'était comme vous êtes quand même sur un combat qui est, je vais pas dire pointu, mais qui est bien marqué. Donc forcément, beaucoup d'attentes de la communauté. Faut pas se louper. Ou en tout cas, faut hyper bien communiquer sur ce que vous faites, pourquoi vous bossez avec cette boîte-là. Tu le fais, hein, parce que tu sais, un peu comme dans les podcasts, quand tu fais un sponsor, tu as du host read. Donc, c'est vraiment le host du podcast qui annonce le produit en disant, bah voilà, je pense que ce produit-là est vraiment cool, c'est cool pour vous et je le pense sincèrement. Vous faites un peu ça ou comment vous présentez un peu vos sponsors dans les newsletters? Est-ce que c'est un logo, ça vous est proposé par tel truc? Est-ce qu'il y a un peu de brand content? Non, il n'y a pas de brand content. Les seuls brand content qu'on a, ça va être parfois de manière très sporadique sur les petites glows, où ça va être des maisons d'édition qui vont nous proposer des livres et nous dire est-ce que ça nous intéresse d'écrire une histoire autour du livre. Ouais, ça va. Et donc, mais par contre, on a complètement, déjà, on peut dire oui ou non, hein, et ça nous est déjà arrivé de dire non. Mais bon, encore une fois, c'est des clientes qui sont complètement en phase avec nos valeurs, donc elles savent très bien quel type de livre nous présenter, et elles savent très bien ce qui va nous intéresser. Et au-delà de ça, on marque par ailleurs que c'est dans le cadre d'un partenariat avec la maison d'édition dans lequel est publié le livre. Donc on est très transparent sur ces questions-là. Dans Les Glorieuses, on fait 0 brand content. Et la marque, elle est présentée de plusieurs manières. Donc en haut et en bas, il y a un bandeau avec marqué cette newsletter. Vous êtes présenté avec le logo de la marque, donc qui est cliquable pour envoyer vers le site internet de la marque. Dans la revue de presse, c'est marqué information partenaire parfois, et il y a du coup une information qu'on écrit nous, mais avec des éléments de langage envoyés par le partenaire, et c'est marqué information partenaire avant. En dessous, on a un bandeau qui est en format GIF ou en format PNG, qui est pareil, cliquable. Et tout en bas de la newsletter, on va avoir un mot de notre partenaire. Et donc là, le mot de notre partenaire, c'est quelque chose soit qui nous est directement envoyé par la marque, soit c'est quelque chose qu'on construit ensemble, mais c'est un mot de notre partenaire et c'est sur un fond d'une couleur différente. Donc pour vraiment bien identifié, ouais. Qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas un article, etc. Non. C'est pas du public reportage, c'est pas... Ok, et en interne, tout le monde est hyper à l'aise avec ça. Est-ce que tu sais, c'est toujours un peu un sujet, hein, le sponsoring, quand tu fais un peu de brand, etc. Vous, c'est votre modèle de base, tout le monde est à l'aise avec ça. Tant que vous êtes à l'aise avec les marques, toute l'équipe a toujours été à l'aise avec les sponsors. De toute façon, vous n'allez pas non plus sur des choses exotiques. Non, des choses bizarres. Non, ouais. Voilà. Top, super. Merci de ta transparence là-dessus. C'est assez cool et toujours avoir un peu les learnings, c'est ça qui est intéressant. Dernier projet, et ce que je vois qu'en plus le temps file vite, mais c'est parce qu'il y a plein de choses à dire. Vous avez lancé donc une agence de presse féministe, Impact. Donc ça, je crois que c'est très récent comme projet, puisque je crois que le numéro 0 devait partir
en janvier dernier. Tu peux nous en dire plus? Vous en êtes où? Quelle vision tu as sur cette agence de presse? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est l'ambition effectivement est de devenir une agence de presse sous forme de newsletter. Et donc du coup, l'idée c'est d'envoyer une newsletter mensuelle qui est dédiée aux femmes et à la politique. Et donc l'idée c'est que chaque mois, dans un premier temps, puisque ce sera toutes les 2 semaines, puis peut-être qu'on pourra accélérer si jamais on a les financements en plus, on pourra encore accélérer l'envoi de cette newsletter. Mais donc du coup, ça va être construit avec un édito / enquête plutôt sur un mouvement féministe qui se passe quelque part dans le monde. Et ensuite, on va y avoir des brèves, donc sur plusieurs sujets différents. Qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution des politiques publiques qui impactent la vie des femmes, d'où le terme impact. Qu'est-ce qui se passe en termes de mobilisation politique féministe qui impacte la vie politique du pays. Et voilà, donc ça, c'est les 2 types de brèves qu'on va trouver en dessous. Pour les premiers numéros, on a fait un partenariat avec le Fuller Project. Donc, c'est un projet qui est trop génial, qui est un projet international qui a vocation à faire en sorte qu'il y ait davantage d'enquêtes qui aient pour sujet la vie des femmes dans le monde. Et donc, c'est pour ça que pour le premier numéro, on a pu avoir une enquête géniale sur la mobilisation féministe en Pologne contre la restriction de l'avortement. Pour la prochaine newsletter qui va être envoyée dans 1 semaine ou 2, je sais pas, c'est une enquête qui est super sur la révolution égyptienne et où en sont les revendications féministes 10 ans après. Donc voilà, donc chaque mois, il va y avoir une enquête différente qui va porter sur ces questions-là. Et c'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que ça permet de vraiment... en tout cas, dans ma tête, ça a 2 objectifs. C'est une espèce de mantra que je me dis, c'est que quand quelque chose est visible, bah, finalement, il existe et ça nous permet de faire avancer sur cette question-là. Et dans un deuxième temps, le fait que ça existe en français et en anglais, et j'espère un jour dans d'autres langues, ça permettrait de faire en sorte qu'il y ait une coalition entre les mouvements féministes dans le monde et peut-être plus de partenariats entre les différentes organisations. Ouais, je comprends. Et c'est marrant, t'as parlé de la Pologne. Je sais pas si t'avais vu, il y a quelques années, il y avait une initiative un peu similaire qui s'appelait News Mavens, qui avait été financée par le fonds Google, le DNI en 2017. Je sais pas si ça te parle, ce projet? Non. Non, News Mavens. Donc c'était porté par la Gazeta Wyborcza, je le prononce très mal, qui est donc un média polonais. C'était vraiment une agence de presse féministe et alors qui pour le coup là après la subvention en 2019 s'était arrêté. Donc c'est toujours un peu le sujet des subventions, d'où ma question un peu sur le modèle économique, parce que donc qui dit agence de presse, c'est bien des contenus que tu espères être repris par d'autres médias. Est-ce que s'ils veulent les reprendre, ils vous payent un fee ou est-ce qu'ils s'abonnent comme un fil AFP, Reuters et peuvent utiliser vos contenus? C'est quoi le modèle économique derrière cette agence? Alors, super bonne question. C'est en fait le modèle économique de ce projet, déjà, c'est que nous, on est financé pendant 2 ans par une organisation internationale qui s'appelle The New Venture Fund, qui est une organisation qui finance des nouveaux projets dans les médias. Et donc, dans ce projet, c'est marqué qu'on a, de la même manière que j'ai fait pour les Glorieuses. Ouais, les fameux 2 ans. Voilà, c'est ça, 1 an pour trouver le modèle et 1 an pour un peu scaler, voilà, pour être rentable. Donc, je suis en train de réfléchir. Après, ça peut être non, mais parce que tu vois, le côté subvention, qui est aussi hyper intéressant, et je suis plutôt pour les subventions. Alors, disclaimer, on accompagne beaucoup de médias dans l'obtention de subventions, mais surtout, ça aide des projets à se lancer, comme on parlait tout à l'heure de Pôle emploi, donc je trouve ça très cool. Mais après, il faut pas être non plus... Il y a beaucoup de médias indépendants qui ne vivent que grâce aux subventions. Donc, c'est à la fois bien parce qu'ils sont là et à la fois dramatique parce que ça vivote et puis derrière, ça trouve pas vraiment de modèle. Et je pense pas que tu puisses garder non plus une entreprise qui a pas de modèle. Donc, écoute, à suivre en tout cas le modèle d'impact. Je pense que sur le fond, c'est intéressant. Et comme tu le dis, plus il y a d'échanges et de visibilité, moins on peut éviter de parler d'un sujet. Donc numéro 0 a été lancé.
Oui, exactement. Et là, le numéro 1 va être envoyé dans pas longtemps avec une maquette qui a été réalisée par l'agence Upian et en collaboration avec le Fuller Project. Bon, top. Et ben écoute, à suivre ce projet. Juste une question un peu par curiosité. Il n'y a pas de site Gloria Media. Non. J'étais assez étonné, parce qu'en plus Gloria Media, le nom est beau, on en a parlé tout à l'heure. Tout est derrière les Glorieuses. C'est une question de ressources, de temps. C'est un choix délibéré. Non, en vrai, je m'étais jamais posé la question de faire un site. Voilà, je te crée des problèmes. Tu n'avais peut-être pas ce problème-là, et voilà, je te crée un nouveau problème. Non, mais là, c'est vraiment plus le côté agence digitale qui parle, mais tu vois, on pourrait imaginer que comme vous avez, voilà, encore une fois, un ADN très fort, et les Glorieux, c'est évidemment le vaisseau amiral, mais tu as plein de projets maintenant, donc imaginez un site Gloria Media qui envoie vers les différentes newsletters, Impact, etc. Ça peut avoir du sens. Oui, t'as raison. Voilà, écoute, c'était juste ma curiosité. Voilà, ça te fait un projet pour 2021. Parmi tous tes projets, sur le futur, juste pour terminer cet épisode, Rebecca, comment est-ce que c'est quoi tes prédictions? Comment tu vois un petit peu, est-ce qu'un jour un média féministe sera anachronique? Comment tu vois un petit peu l'évolution de tout ce que tu fais? Je pense que déjà là, on est en train de vraiment commencer une ère des newsletters, comme il y a quelques années, il y a eu l'avènement d'une ère des podcasts, Ouais. avec le développement d'Axios et le fait qu'ils ont levé des centaines de milliers de millions d'ailleurs de dollars. Millions. Ouais, 2 millions. Twitter qui a racheté une entreprise de production de newsletters, et je pense que tout le monde a reçu son petit widget de Twitter qui encourage les gens à créer sa propre newsletter sur Twitter. Et donc du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment un thème, en tout cas à la fois les marques, mais surtout les médias aujourd'hui se rendent compte de l'intérêt des newsletters. Et on l'a vu, je ne sais pas s'il y a une interdiction de prononcer le mot New York Times dans ce... Absolument pas. Je suis abonné au New York Times, j'adore le New York Times, c'est plein de belles choses. En termes de stratégie, en fait, eux, c'est leur premier vecteur de conversion en abonnés payants à leur newsletter. Ils ont plusieurs centaines de newsletters aujourd'hui qui sont à la fois des newsletters de courte durée. Et nous, par exemple, c'est un format qu'on va commencer à tester. Une série un peu, tu veux dire. Comment ? Comme une série, voilà, Oui, autour d'un événement, etc., qui te permet d'embaser beaucoup de monde. absolument. Ouais. Avec les petits, on va lancer une masterclass sur comment changer le monde en 7 leçons. Donc qui va être une newsletter dans la newsletter en format édition limitée. Et donc en fait, effectivement, les médias se rendent de plus en plus compte de l'intérêt d'avoir leur propre newsletter. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Et les marques se rendent compte que la newsletter ne sert pas que à faire de la conversion et d'attirer les gens sur leur site internet, mais aussi à garder un lien, un fil narratif avec leurs clients. Donc je pense que c'est des deux côtés. La notion de newsletter, en tout cas l'attrait pour les newsletters va devenir de plus en plus important. Donc d'un point de vue média et format média, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que je suis beaucoup. Et d'un point de vue aussi du contenu et du type de contenu éditorialisé au sein de Gloria Media, les questions féministes aujourd'hui sont au cœur de l'actualité. Ouais. Et le fait de proposer finalement ce type de format déjà nous permet d'être un peu en avance par rapport à d'autres médias, mais le fait que les autres médias s'y mettent nous oblige aussi à être toujours plus innovantes dans le contenu qu'on propose. Donc ça nous force à être encore plus innovantes et surtout ne jamais se reposer sur ses lauriers. Tu as bien raison. Et la dernière question à laquelle tu as un peu répondu, mais c'est parce que je voulais la citer, parce que c'est Mélissa Bounois qui nous a mis en relation donc de Louis Média. Donc pas de podcast, c'est réservé à Louis Média. Et toi, je sens que tu es très newsletter et tu le défends très bien. Pas d'initiative sur l'audio. On est en train de faire un projet avec Charlotte et Mélissa d'ailleurs, de Lune. Bon voilà. Dont tu peux parler, est-ce qu'il est peut-être un peu tôt? Non, il est un peu tôt. Bon écoute, j'essaierai de vous recevoir alors toutes les trois, ou qu'on en parle en tout cas, mais je pense qu'effectivement c'est assez évident que vous avez plein de choses à faire ensemble, donc j'ai hâte de voir ça. On arrive au bout de cet épisode. Rebecca, merci beaucoup de ton
temps, de ta transparence sur tous ces sujets et d'entrepreneuriat, même si tu dis que t'es pas une entrepreneuse, de fait, t'en es une et tu lances quand même plein de trucs, donc je tiens à le saluer. Donc merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.